Tout d'abord, merci énormément pour l'invitation. Christophe, Brice, toute l'équipe, c'est vraiment un plaisir et un honneur de participer de ce grand colloque international, global, multidisciplinaire. Je suis immensement content. Mon idée, c'était de vous parler de la figure de l'idiot, de ce personnage de l'idiot, qui, bien sûr, va beaucoup plus loin que le personnage conceptuel, que le personnage philosophique, non seulement plus loin que la philosophie de Deleuze, mais plus loin que la philosophie en général, et plus précisément du rapport de l'idiot à l'espace, du rapport de ce personnage, de cette figure à l'espace. Et là-dessus, je voudrais commencer par une observation toute simple, à savoir que tout idiot a sa place, que tout idiot habite un espace déterminé, très précis, qui contribue à le définir en retour. C'est peut-être un espace qui n'est ni simple, ni invariable. Il peut être réel ou imaginaire, littéraire ou conceptuel, combiner des espaces très différents, des espaces sociaux, anthropologiques, physiques, géographiques, urbains, architectoniques. Or, dans cet espace variable et complexe, tout idiot a une place bien déterminée. Prenons un exemple, celle de l'idiot de la psychiatrie, par exemple. Celle de l'idiot de la psychiatrie, c'est l'asile. Il s'agit d'un espace d'enfermement, d'un espace lointain, éloigné de la ville. Le nom donné à celui fondé par William Tuke à Lamel Hill, dans la périphérie de York, en Angleterre, prend suffisamment en compte. Il s'appelle The Retreat. Donc le refuge, un refuge retiré. Et dedans cet espace, l'idiot est lui-même éloigné et idéalement dans une division, je reprends les termes de Pinel dans son traité de 1800, traité fondationnel pour la psychiatrie, dans cet espace, l'idiot est dans une division séquestrée des autres espèces d'aliénation, nous dit Pinel, quand il imagine l'asile parfait, séquestré donc des autres espèces d'aliénation pour éviter aux autres malades le spectacle de cette espèce de dégradation de l'homme. À l'affection la plus sévère, donc, à la forme la plus grave de la folie, c'est ça l'idiotie, correspond donc la division la plus éloignée de l'asile. Et en fait, dans le retreat de Tuke, les idiots n'étaient même pas admis en raison de leur incurabilité. Deuxième exemple de cette idée très générale, de cette observation très générale selon laquelle tout idiot est à sa place, l'idiot de Dostoïevski, le personnage du roman de Dostoïevski, le prince Mishkin. Il n'est pas loin, mais il vient de loin, d'un village suisse, plus précisément, où il a passé ces dernières années pour traiter une maladie nerveuse. En Suisse, il était russe, mais en Russie, il n'est pas tout à fait russe parce qu'il vient de la Suisse. C'est une façon de dire que le prince Mishkin est toujours un étranger à sa place, qu'il se sent toujours un peu déplacé. Peu importe où il soit, il vient toujours d'ailleurs, ce qui peut se comprendre aussi par rapport à l'espace anthropologique, l'espace de l'homme, l'espace qui contribue à définir ce qu'est un homme. Pourquoi je dis ça? En effet, au long du 19e siècle, la psychiatrie se demandait si l'idiot était un enfant, s'il était comparable à un enfant ou encore moins qu'un enfant. Et dans le roman, Dostoïevski fait dire à Schneider, le médecin du prince, que Mishkin est un, je cite, véritable enfant, un enfant dans toute l'acception du terme, qu'il n'a d'un adulte que la taille et le visage, mais quant au développement, à l'âme, au caractère et peut-être même à l'intelligence, il n'est pas un homme et il ne le sera jamais. À l'écouter, le prince Mishkin se met à rire, mais il avoue lui-même qu'il n'aime pas la société des adultes, je cite encore, des hommes, qu'il ne sait pas comment s'y comporter, qu'il lui est toujours pénible d'être au milieu d'eux et que ses camarades ont toujours été des enfants. La place de l'idiot, donc, dans l'espace anthropologique confirme donc ce que montre sa place dans l'espace géographique ou géopolitique, à savoir qu'il n'est jamais chez soi. Et dernier exemple que je prends, Eudoxe, le personnage du dialogue de Descartes, la recherche de la vérité par la lumière naturelle. Certes, Descartes ne dit jamais que Eudoxe soit un idiot, tout simplement un homme de médiocre esprit, mais dans la mesure où les trois personnages du dialogue, Eudoxe,
Polyandre et Épistémon reprennent respectivement les personnages de l'idiot, l'orateur et le philosophe des dialogues de Nicolas de Cuse, nous pouvons par extension le considérer comme tel. Or, où se trouve-t-il? Où se trouve cet idiot? Il ne revient pas d'un long séjour à l'étranger, dans son cas, et il n'est pas enfermé dans une division lointaine de la Sile, mais toujours une certaine distance, un certain éloignement caractérise son espace, puisqu'il habite une maison de campagne, et on se souviendra aussi que le narrateur de Méditation métaphysique s'est procuré un repos assuré dans une paisible solitude. Nous rencontrerons par la suite les raisons spécifiques de son éloignement, mais d'un point de vue général, son emplacement n'a de quoi nous surprendre. Dans l'espace urbain, la ville représente le devant et la campagne représente le derrière, un espace arriéré et d'arrière-action, au point que l'adjectif rustique est devenu un synonyme de l'adjectif idiot. C'est vrai, la place du prédécesseur de Dox, l'idiot de Nicolas de Cuse, c'est au contraire le marché, pas exactement le marché, mais c'est cuillères qu'il est en train de tailler dans la grotte souterraine où il se place. Il va le vendre dans le marché, donc symboliquement on peut dire que le marché est la place de l'idiot de Nicolas de Cuse. Et ceci en effet réclame une explication, mais nous verrons la raison par la suite, mais même si l'idiot change de place, ce dernier cas va prouver la même idée générale, à savoir que tout idiot a une place déterminée et que cette place contribue à décrire son idiotie. Or, pourquoi prendre ces exemples? Parce que plus ou moins explicitement, le cadre clinique, le personnage de Dostoïevski et ceux de Nicolas de Cuse et de Descartes constituent le point de référence pour approcher le personnage de l'idiot de Deleuze. En effet, prolongeant la tradition inaugurée par Nicolas de Cuse et déjà poursuivie par Descartes, Deleuze met en scène un idiot russe, comme le prince Mishkin, et fou, comme l'idiot de la psychiatrie classique. C'est surtout dans Qu'est-ce que la philosophie qu'il apparaît, et en fait, étant donné sa place inaugurale dans le 2e chapitre du livre, sa fonction dans l'argumentation et aussi la longueur du traitement que Deleuze et Guattari lui consacrent, il semble constituer le personnage philosophique par excellence. Or, quel est l'espace de ce nouvel idiot? Où le trouve-t-on concrètement? À la différence du personnage Cussin qui se trouve dans le marché, et de Dox, le personnage de Descartes qui habite une maison de campagne, à mon avis, ce n'est pas évident. Certes, il y a quelques pistes. Ce que Deleuze et Guattari appelle le plan d'immanence semble constituer son sol, le sol de ce personnage. Et ce plan, c'est bien lui aussi un espace en soi-même, quoique conceptuel et idéal, mais c'est une figure spatiale, le plan d'immanence. Puis la mer ou le désert fonctionnent ensuite comme les images qui représentent cet espace. Et nous venons aussi de dire que c'est un idiot russe. Voilà donc un autre espace géographique ou géopolitique cette fois-ci, qui à la suite du personnage de Dostoïevski pourrait contribuer à le définir. Nous verrons cependant que ces pistes ne suffisent pas à décrire de façon précise l'espace de l'idiot deleuzien, les déterminations conceptuelles de son espace en tant qu'espace, qu'à notre avis il faut chercher ailleurs, non sans considérer avant d'autres alternatives qui apparaissent aussi dans Qu'est-ce que la philosophie? Alors, quel est l'espace qui caractérise cet idiot deleuzien? Ce n'est pas évident. C'est ça que je vous propose d'interroger. Et commençons donc cette enquête par rappeler qui est cet idiot deleuzien. Donc, qu'est-ce que la philosophie? Selon Deleuze et Guattari, la philosophie, toute philosophie, se compose de 3 éléments. Les concepts, bien évidemment, le plan d'immanence, c'est-à-dire la conception qu'un philosophe se fait du tout du réel, généralement divisé dans l'être, la pensée, pour le dire très rapidement, et les personnages conceptuels, c'est-à-dire l'instance d'énonciation d'une philosophie. Parmi ce dernier, je disais que l'idiote semble être le personnage conceptuel par excellence, et non seulement parce que le chapitre consacré à ce personnage commence par lui ou parce qu'il reçoit le traitement le plus prolongé, mais parce que si, selon Deleuze et Guattari, le philosophe invente
fabrique des concepts et que l'idiot est le personnage qui crée les concepts ou grâce auxquels le philosophe invente ces concepts, il s'ensuit que d'une façon ou d'une autre, toute philosophie a recours à un type d'idiot. Socrate ou Zarathustra, de ce point de vue très précis, constituerait deux variations de ce personnage capital. Or, où se trouve cet idiot? Quelle est sa place? Nous disions que parmi les quelques indices que le texte nous offre, nous retrouvons la Russie. Est-ce que la Russie pourrait fonctionner comme l'espace de cet idiot? En effet, pour présenter la continuité et la rupture avec ses prédécesseurs, les personnages de Nicolas de Cusse et de Descartes, Deleuze et Guattari écrivent que le contexte dans lequel l'idiot réapparaît est encore chrétien mais russe. Encore chrétien mais russe, c'est ce que disent Deleuze et Guattari. Faisons écho à ces déclarations de différence et répétitions qui disaient « quitte à faire l'idiot, faisons-le à la russe ». Donc, preuve d'une très grande continuité, d'une très grande constance dans le traitement, dans cette figure de l'idiot dans la philosophie de Deleuze. Première hypothèse donc, l'espace de l'idiot serait la Russie. C'est cohérent, effectivement, parce que, comme j'avais avancé, Deleuze et Guattari conçoivent leur idiot à partir du personnage de Dostoïevski, et plus précisément à partir d'une lecture que Chestov fait du roman. Or, que voudrait dire que le personnage de Deleuze et Guattari soit russe? Quelles sont les déterminations spatiales de la Russie? Sur ce point, le texte se montre assez sobre, à mon avis. Certes, si on laisse de côté le fait que le prince vient de la Suisse, un fait que, à mon avis, n'est pas anodin, comme j'ai déjà signalé, la Russie constitue effectivement la patrie d'un personnage qui interroge les limites de la raison et de la rationalité. Et de ce point de vue, la Russie pourrait très bien accueillir cet idiot fou de Deleuze et Guattari, qui lui aussi interroge les limites de la raison et affronte les limites de la pensée en général pour créer, pour fabriquer ces nouveaux concepts. Mais cette description ne fonctionne pas comme une détermination spatiale proprement dite. La Russie constitue tout simplement la nationalité du prince, et si le prince aurait une autre, comme la Suisse par exemple, il faudrait dire que l'espace de l'idiot de Deleuze et Guattari serait lui aussi un autre. Dira-t-on d'une façon plus générale et encore plus étrangère au texte que la Russie, c'est par exemple la terre de la révolution. Cela aussi convient au personnage de l'idiot de Deleuze et Guattari parce que créant ou aider à créer des concepts, il renferme effectivement une puissance révolutionnaire, mais en dépit du fait que la description ne peut pas s'appliquer exclusivement à la Russie, il ne s'agit pas avec elle, encore une fois, d'une détermination spatiale. Le fait que la Russie puisse être caractérisée comme la terre de la révolution ne nous dit rien à propos de cet espace, de sa structure, de sa forme, des caractéristiques conceptuelles qui déterminent spatialement la Russie de cet idiot spécifique. Sur ce point, la Russie demeure effectivement sous-déterminée, ou en tout cas beaucoup moins caractérisée que la Grèce, par exemple, que la France, que l'Allemagne ou l'Angleterre. Rappelons leur caractère de ces quatre pays philosophiques. La Grèce, c'est là où la philosophie est née. C'est là où un plan d'immanence a été instauré pour la première fois. C'est là où a surgi une pensée par pur concept, libre de figures religieuses ou conventionnellement religieuses. La France, ensuite, c'est le lieu d'une réterritorialisation sur la conscience, selon le mot de Deleuze et Guattari, c'est-à-dire un espace où la conscience fonctionne à la fois comme source et limite de la pensée, où toute pensée est rapportée à la conscience et où la notion de conscience limite à son tour les possibilités de la pensée. L'Allemagne, c'est un espace qui privilège l'idée du fondement, selon Deleuze et Guattari, que ce fondement soit placé dans l'être ou dans la conscience, peu importe. Mais c'est en tout cas l'Allemagne un endroit où la singularité et l'imprévisibilité de l'expérience, disons, sont d'une façon ou d'une autre sacrifiées à l'universalité et la nécessité des conditions de cette expérience. Et finalement, l'Angleterre, c'est une terre où la pensée se déterritorialise, la terre d'une pensée toujours en mouvement, d'une pensée qui ne s'arrête ni à la conscience comme point de départ, ni à la subjectivité ou à l'être comme son fondement, mais seulement aux conventions et aux habitudes, juste provisoirement. Deuxième question, donc, qu'il faudrait poser à mon avis, c'est est-ce que la Grèce, la France, l'Allemagne ou l'Angleterre, comme terre philosophique, pourraient fonctionner comme l'espace de l'idiot deleuzien? Nous serions tentés d'abord, je ne sais pas ce que vous pensez, mais je pense qu'à partir de ces descriptions, nous serions tentés de placer ce personnage de l'idiot
ou bien, vu qu'il est un créateur de concepts, ou l'instance à partir duquel le philosophe crée ses concepts, je dis, on serait tenté de le placer ou bien en Grèce ou en Angleterre, là où la philosophie est née, ou bien là où la philosophie devient, selon les termes de Deleuze et Guattari, une libre et sauvage création de concepts. C'est ce que c'est l'Angleterre, la terre d'une libre et sauvage création de concepts. Il faudrait cependant tout de suite rappeler qu'il n'y a pas plus de philosophie en Grèce ou en Angleterre qu'en France ou en Allemagne, que la philosophie n'appartient pas plus à un pays qu'à un autre, et non parce que Nietzsche ou Bergson puissent être grecs ou anglais dans leur pensée, indépendamment de leur lieu de naissance. C'est tout simplement qu'il faut tracer la frontière ailleurs, nous verrons la tracer par la suite. Rappelons pour l'instant tout simplement que dans le cas contraire, Deleuze et Guattari ne dirait pas que le cogito, un concept plus français impossible, au sens où c'est le concept qui par excellence, rapport la pensée à la conscience, est une création révolutionnaire, c'est ce que disent Deleuze et Guattari, et plus généralement que le concept cartésien opère une distinction très nouvelle. De ce point de vue, si l'idiot était russe, parce que la Russie, c'est la terre des créations conceptuelles, d'un côté, les 4 pays européens deviendraient des promesses de la Russie, et là, je vous en prie, toute rassemblance avec des faits réels et pure coïncidence, on parle des figures conceptuelles. Mais d'un côté, les 4 pays européens deviendraient des provinces de la Russie, et d'un autre, on ne saurait attacher l'idiot plus à un pays qu'à un autre. De quel droit l'idiot serait plus grec ou anglais qu'allemand ou français? Or, plus important, c'est le fait que même s'il l'était, cela ne nous offrirait pas plus de détermination proprement spatiale que la figure de la Russie. S'agit-il d'un espace fini ou infini, d'un espace courbe ou droit, d'un espace continu ou discontinu? On n'en sait rien. Les pays européens sont effectivement plus caractérisés que la Russie, mais non du point de vue de leur structure spatiale. L'idiot pourra être grec ou anglais. Nous ne saurions toujours pas quelle forme revêt son espace. La question qu'il faut poser, c'est donc quels traits proprement conceptuels et proprement spatiaux devraient présenter ces différents pays pour pouvoir fonctionner comme le lieu de l'idiotie philosophique tel que Deleuze la conçoit. Nous l'avons annoncé, que les images d'un tel espace ne manquent pas. Donc, qu'est-ce que la philosophie? Cet espace est un sol, nous disions, une mer, un dessert, aussi un archipel, autre figure qui apparaît dans Qu'est-ce que la philosophie? Excusez-moi. Mais ces images géographiques ne nous aident pas plus que les figures géophilosophiques. Si ces dernières présentent des déterminations conceptuelles, mais non spatiales, telles que le lieu où la philosophie est née pour la Grèce, telles que l'espace d'une pensée en mouvement pour l'Angleterre. Les premières, c'est-à-dire les figures géographiques, présentent des déterminations spatiales, mais non conceptuelles. C'est l'inverse. Autrement dit, elles fournissent une image métaphorique, visuelle de l'espace de l'idiot, mais pas une description conceptuelle de la structure de cet espace. Bien sûr, elles servent à illustrer la notion de plan d'immanence, mais tout ce que cette notion et les images respectives expriment, c'est que l'espace de l'idiot est plan. Ce n'est pas rien, cette platitude indique que l'espace où l'idiot deleuzien crée ou aide à créer les concepts est un et unique, qu'il s'agit d'un espace qui est un et unique, qu'il ne peut pas être divisé en 2 mondes, par exemple, qu'il est un espace totalement à soi, en d'autres termes, qu'il ne peut pas accueillir aucun élément transcendant. Et bien sûr, c'est parfaitement cohérent avec la philosophie de Deleuze. Conformément à la philosophie de Deleuze, les conditions de l'expérience ne transcendent pas l'expérience, mais font partie d'elle. Le sujet ne transcende pas le donné, mais fait partie du donné. L'être ne se dit que du devenir, et s'il y a un Dieu, il faut le chercher dans ce monde. La notion de plan d'immanence exprime bien tout cela, et les images correspondantes l'illustrent, le sol, la mer, l'archipel. Mais en tant que description d'un espace, voilà tout. L'espace de l'idiot doit être plan. Ce n'est pas rien, c'est vrai, mais ce n'est pas beaucoup non plus. C'est pourquoi nous disons que les images géographiques ne nous mènent pas beaucoup plus loin que les figures géophilosophiques.
Cependant, si maintenant nous revenons à ces dernières, à ces figures géophilosophiques pour les analyser dans le détail, nous verrons, à mon avis, qu'elles renferment une piste plus prometteuse que les images géographiques, puisque bien qu'elles n'introduisent pas une différence dans la force philosophique de chaque pays, elles distinguent ce qu'on pourrait appeler leur coefficient de territorialité. On l'a peut-être pressenti dans la présentation de ces quatre figures géophilosophiques. Elles distinguent effectivement ce qu'on pourrait appeler leur coefficient de territorialité. En effet, s'il est vrai que dans ce groupe, il n'y a pas des pays plus philosophiques que d'autres, il faut en même temps avouer que selon Deleuze-Guattari, la philosophie se déterritorialise plus en Angleterre qu'elle ne le fait en France ou en Allemagne. Il faut bien sûr comprendre ce que cela veut dire, mais dès maintenant, on peut s'attendre à que cette distribution permette de caractériser de façon plus précise l'espace de l'idiot. Pourquoi pas? Parce que, à la différence des pays en eux-mêmes, à la différence de la notion de plan d'immanence et aussi à la différence des images géographiques qui l'illustrent, la mer, l'archipel, le désert, la notion de territoire, elle est bien plus déterminée dans la philosophie de Deleuze et Guattari, et c'est là en termes spatiaux. Donc, on peut s'attendre à que ces descriptions des terres philosophiques nous fournissent des indices plus précis sur la structure, la forme de l'espace de l'idiot. Pour comprendre en quoi elle consiste, cette notion de territoire, cependant, il faut se rapporter à ce que dans Mille plateaux, Deleuze et Guattari appellent les théorèmes de déterritorialisation. Il ne faut pas les reprendre un à un, les huit théorèmes, bien sûr. Nous pouvons simplement dégager ce dont nous avons besoin de ces théorèmes pour caractériser la terre de l'idiot. Commençons donc par les définitions des termes que ces théorèmes vont utiliser. Qu'est-ce que se territorialiser, se déterritorialiser, se reterritorialiser? Vous m'excuserez pour ce glossaire, pour cette définition, mais à mon avis, c'est une philosophie, c'est un texte très, très difficile et très instable, toujours la philosophie de Deleuze-Guattari. Donc, parfois, il est utile de fixer un peu nos points d'appui pour comprendre de quoi nous parlons. Qu'est-ce que se territorialiser, se déterritorialiser, se reterritorialiser? Se territorialiser, c'est tout simplement se construire un territoire, un foyer, un enfant, par exemple, chante pour se construire un centre stable et calme, écrit Deleuze-Guattari, un chez-soi, une demeure pour se protéger du chaos. Je cite, à quel point il est important, quand le chaos menace, écrit Deleuze-Guattari, de tracer un territoire. La territorialisation ne consiste à autre chose. Et disons comme point de départ que la déterritorialisation et la reterritorialisation désignent tout simplement l'action de sortir d'un territoire ou de le défaire et l'arrivée à un autre ou la construction d'un autre territoire pour la reterritorialisation. Or, un territoire ne consiste pas forcément dans une section de l'espace extérieur, parce que Deleuze-Guattari nous disent que les êtres humains, les animaux, les fleurs, les langues, les mots, les concepts, les flux monétaires, par exemple, se territorialisent et se déterritorialisent eux-mêmes. Même le temps se déterritorialise et se reterritorialise quand un calendrier, par exemple lors de la Révolution, substitue un autre calendrier. À quoi correspondent alors ces mouvements de territorialisation et de reterritorialisation? Bien évidemment, ce que nous essayons de déterminer, nous qui cherchons la place de l'idiot, c'est-à-dire un espace, c'est un territoire aussi au sens conventionnel du mot. Mais l'espace par rapport à la territorialisation et à la déterritorialisation fonctionne comme modèle, et même dans un problème comme le nôtre qui relève de l'espace, ou plutôt spécialement dans un problème comme le nôtre qui relève de l'espace, il est important de distinguer en quoi consiste la territorialisation et la déterritorialisation indépendamment de l'espace pour comprendre ensuite ce qu'elles font subir à l'espace. Or, si l'on demande quels sont les critères de la territorialisation, à mon avis, nous trouverons qu'elle consiste, entre autres choses, dans un procès d'appropriation, de délimitation, de standardisation, de hiérarchisation, de centralisation, et que
À l'opposé, la déterritorialisation consiste dans un bouleversement, dans un détournement, dans une ouverture, une dénaturalisation, une libération. C'est dire que la territorialisation, bien sûr, c'est pas exhaustif, non. Il y a pas un moment où c'est Guattari pressant de ces caractères et nous disent voilà la liste exhaustive des critères. Il y a quelques passages, surtout dans 1000 plateaux, qui sont très utiles pour dégager un bon nombre de critères. Et en tout cas, il me semble qu'ils vont suffire pour obtenir une description plus précise de l'espace de lithium. En tout cas, ces critères nous permettent de dire que la territorialisation et la déterritorialisation sont moins des déplacements ou des actions que des fonctions qui s'appliquent aux divers objets et phénomènes, même aux actions et aux déplacements. Une maison, par exemple, se territorialise quand elle s'organise verticale et horizontalement selon ses activités. La mer, par exemple, se territorialise quand on trace des parallèles et des méridiens sur elle. Et le temps se territorialise quand il devient homogène et on le divise. Voilà donc ce qui fait la territorialisation. Il instaure un ordre, mais pas n'importe quel ordre. Un espace devient un territoire quand il devient un espace délimité, identique à soi, divisible, régulier, tracé, codifié. Sur la base de ces définitions, considérons maintenant un théorème ou une thèse qui d'une certaine façon, survole les théorèmes. À mon avis, très utile pour comprendre les fonctions, ces fonctions de la territorialisation, de la déterritorialisation. C'est qu'il n'y a pas de territorialisation sans déterritorialisation et vice-versa. Qu'est-ce que cela signifie ? Tout d'abord, qu'ils ne font pas comprendre l'une l'autre la territorialisation et la déterritorialisation comme des processus successifs, mais plutôt comme des forces ou des tendances qui agissent simultanément dans un état de choses. Tout objet, tout individu, action ou processus comporte donc simultanément une tendance à la territorialisation et une tendance à la déterritorialisation, et dans la mesure où ce rapport est un rapport variable et doit être déterminé à chaque cas. Chaque état de choses ou processus manifeste un certain indice ou un certain coefficient de territorialisation ou de déterritorialisation ou de territorialisation et réterritorialisation. Chaque langue, par exemple, chaque langue réelle et concrète comporte un coefficient de déterritorialisation représenté par sa tendance à la variation, par ses possibilités d'invention, et aussi un certain coefficient de territorialisation ou de réterritorialisation qui s'exprime dans les règles de sa grammaire ou dans les conventions qui à chaque moment règlent son usage. Et la même idée s'applique à nos pays philosophiques, la France ou l'Angleterre, qui, comme nous l'avons vu, sont présentés par Deleuze-Guattari selon des différences dans leurs indices de territorialisation ou déterritorialisation. Cela revient à dire, deuxième conséquence de la thèse, que c'est toujours un mélange de territorialisation et de déterritorialisation qui est réel, mais non le territoire. Autrement dit, il n'y a pas de territoire pur. Tout territoire est en voie de déterritorialisation dans une plus ou grande mesure, et la notion de territoire n'exprime rien d'autre que le pôle idéal de la territorialisation. C'est le principe d'ordre, au double sens de critères d'organisation, d'exercice de pouvoir, auquel tend toute territorialisation, qu'elle concerne l'espace ou non. Et cet ordre consiste dans une structure stable, homogène, régulière, identique à soi, entre autres choses. Or, quel est le pôle opposé? Quel est cet autre élément pur qui explique les mélanges réels, les mélanges de faits, de territorialisation, de déterritorialisation? Autrement dit, à quoi tend la déterritorialisation comme mouvement? Quel est cet autre pôle idéal qui explique les mélanges de faits? À mon avis, Deleuze-Guattari parle beaucoup moins de lui que du territoire, mais quand ils le font, ils l'appellent une terre ou une nouvelle terre. De toute façon, le nom est beaucoup moins important que les caractères qu'ils définissent, qui, bien évidemment, peuvent être déduits des caractères du territoire parce qu'ils leur sont opposés. Une terre
qu'elle concerne un espace ou non, une portion d'espace ou non, qu'elle concerne une langue, le corps ou un pays philosophique, consiste dans une structure ouverte, infinie, irrégulière, discontinue, hétérogène, mobile, horizontale ou plate, décentralisée. Une fois de plus, cette liste n'est pas exhaustive, mais s'appliquer à l'espace, il suffit à caractériser de façon plus précise l'espace de l'idiot, à mon avis. L'espace de l'idiot, en termes idéal, conceptuel, donc, c'est la Terre. Et pourquoi? Tout simplement parce que la Terre, c'est l'espace requis par la création, c'est la condition de possibilité de la création. Alors, à partir du moment où l'idiot se caractérise comme le personnage qui crée les concepts, comme l'élément grâce auquel le philosophe crée ses concepts, son espace, mer ou désert, ne peut être qu'une Terre. Il me semble de toute façon qu'on peut expliquer cela de façon plus détaillée à partir d'une analogie avec la philosophie critique, avec la philosophie kantienne. Pourquoi? Parce que Kant propose dans la critique de la raison pure ce qu'il appelle une exposition transcendantale de l'espace, c'est-à-dire la justification de l'espace comme forme de la sensibilité, comme intuition pure, fonctionne effectivement comme une condition de certaines connaissances, et en particulier de la géométrie. Il développe cette exposition ayant à l'esprit une physique réglée par le principe de causalité. Autrement dit, plus simplement, l'espace exposé doit fonctionner comme condition de possibilité, non de n'importe quoi, mais de cette physique. Ainsi, il doit être homogène, par exemple, pour que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il doit être divisible, par exemple, pour distinguer les causes des effets. Il doit être continu ou unique pour que tout de même les causes et les effets fassent partie du même espace. Or, qu'est-ce qui se passe? Celui qui, en revanche, cherchera les conditions de possibilité de la création et non de l'action, c'est-à-dire d'un procès où, par exemple, pour le dire rapidement, l'effet doit avoir plus de réalité que la cause. Celui qui cherchera donc les conditions de possibilité d'un procès comme la création et non comme l'action, devra substituer à cet espace, à l'espace qui fonctionne comme forme de la sensibilité, un espace différent. Cet espace, par exemple, sera ouvert ou infini pour accueillir toujours une nouveauté supplémentaire. Il devra être discontinu pour permettre la singularité absolue de toute création. Il devra être plomb ou plat si la totalité ou l'unité de création n'est autre chose que le système de leurs relations. C'est bien cet espace que Deleuze-Guattari construisent, et voilà pourquoi, d'un point de vue conceptuel, c'est la Terre ou la nouvelle Terre, ce qui fonctionne comme l'espace de l'idiot deleuzien. Par la suite, bien évidemment, Deleuze et Guattari pourront comparer cet espace à un sol, mais seulement parce que précédemment, d'un point de vue conceptuel, il doit être plomb. Ils pourront comparer cet espace à un dessert, mais seulement parce que d'un point de vue conceptuel, précédemment, il doit être infini. Il pourrait être un archipel, mais parce qu'il doit être discontinu, il sera une mer, mais parce qu'il doit être mobile. Or, ni la mer, ni l'archipel, ni le dessert, ni le sol pourront décrire à eux seuls l'espace de l'idiot. Le rôle de chacune de ces images, c'est plutôt d'illustrer l'espace idéal de l'idiot en privilégiant à chaque fois un ou plusieurs traits de cet espace, mais c'est seulement la Terre qui peut désigner exhaustivement, d'un point de vue conceptuel, cet espace de l'idiot, ce lieu de l'idiot. D'un point de vue conceptuel, qu'est-ce que cela veut dire? Que la Terre ou la nouvelle Terre désigne l'espace de l'idiot dans sa pureté, dans son idéalité. C'est bien ça ce que nous disons quand nous disons que la Terre désigne l'espace de l'idiot d'un point de vue conceptuel. Elle désigne cet espace dans sa pureté, dans ce qu'il a de pur, de conceptuel, d'idéal. Mais nous savons qu'ensuite les espaces réels, à partir de cette thèse qui disait qu'il n'y a pas de territoire qui ne soit pas en voie de déterritorialisation, nous savons que les espaces réels qui ne sont pas purs consistent plutôt dans un mélange de terre et de territoire. Autrement dit, qu'ils admettent de coefficients ou d'indices différents de territorialité, qu'ils supportent des proportions variables de déterritorialisation.
Cela ne signifie rien d'autre que les différents espaces, selon qu'ils aillent plus loin dans le processus de territorialisation ou plus loin dans le processus de déterritorialisation, vont tolérer plus ou moins bien la création, qu'un espace réel peut être plus ou moins créatif. C'est bien cela ce qui fonde la différence entre la Grèce et la France, entre l'Allemagne ou l'Angleterre. Comme nous l'avons anticipé, cela ne peut pas être le cas à mon avis, parce que le cogito, comme nous disions, ne pourrait pas fonctionner comme un exemple de création philosophique, moins encore comme le paradigme de création qu'il semble représenter. Que signifient donc ces différents indices de territorialité appliqués aux différentes terres philosophiques? C'est la question qui faut encore répondre. Il ne concerne pas ces différences la force de la création, la proportion de créativité, mais les créations, les produits. Le cogito est une création conceptuelle au même titre que le principe d'association de Hume. Seulement, ce qui se crée avec le cogito, c'est entre autres choses une image de la pensée, où la pensée se mesure à la conscience et la conscience à la connaissance, autrement dit, une image où la connaissance fonctionne comme modèle pour les autres opérations de la pensée. Voilà pourquoi Deleuze-Guattari écrit que les Français se territorialisent sur la conscience. Ils ne veulent pas dire que la philosophie cartésienne ne soit pas révolutionnaire, puisque cette philosophie, cette image de la pensée, elles aussi devaient s'inventer, devaient être inventées. Ils veulent dire tout simplement que de cette révolution, la pensée émergera définie comme instrument pour la connaissance et non pour la création. De même pour l'Allemagne. On ne dira pas que selon Deleuze-Guattari, les philosophies de Kant ou Heidegger ne soient pas originales. On dira tout simplement que ces philosophies, selon Deleuze-Guattari, ne présupposent pas une image de la pensée où pensée consiste à créer, mais une image où pensée consiste plutôt à fonder. Et si la philosophie anglaise, pour finir, est une libre et sauvage création de concepts, comme disait Deleuze-Guattari, cela ne veut pas dire qu'il le soit plus que la philosophie française ou allemande. Cela veut dire tout simplement que dans l'image associationniste ou pragmatiste de la pensée, cette pensée est plus proche de créer que de connaître ou fonder. L'habitude est créatrice, écrivent Deleuze-Guattari. Autrement dit, donc, est-ce que la philosophie, les figures géophilosophiques n'ont pas par rapport à l'idiot la même fonction que les images géographiques? La mer ou le désert illustre un ou plusieurs traits de la terre, de l'idiot, sa pureté, illustre les traits de cet espace idéal ou pur. La France ou l'Allemagne, en revanche, correspondent déjà à des formes réelles de cet espace pur, où le territoire se combine à la terre de diverses manières, non pour distribuer de façon variable la teneur de la créativité, mais pour distinguer les différentes créations. Pour filer la métaphore, on pourrait dire qu'elle ne concerne pas la fertilité de la terre, mais la diversité des cultures. Or, chacune des deux, ni les images ni les figures peuvent à elles seules décrire conceptuellement l'espace que seulement elles présupposent, à savoir la terre définie comme espace de la création. Tout idiot à sa place, nous avons commencé par cette observation très générale, tout idiot à sa place, et cette place contribue à le définir en retour. Celle de l'idiot de Deleuze n'est pas si évidente ou n'est pas si clairement présentée comme celle des personnages qui le précèdent, l'idiot de Nicolas de Cuse et Eudoxe, mais elle ne fait pas exception, et comme celle de ses prédécesseurs, contribue à le caractériser. La Terre contribue à caractériser l'idiot de Deleuze-Guattari. Plusieurs fois, la place de l'idiot consiste dans un espace éloigné, comme la Provence ou la campagne, qui font de l'idiot un arriéré. Ce n'est pas le cas de Nicolas de Cuse. Au contraire, sa place, c'est le marché, on rappelait. Or, cela réclame une explication, disions-nous, et surtout parce qu'on pourrait s'attendre à le retrouver plutôt dans le temple, le forum ou la place publique, les lieux respectifs de la foi, de l'éloquence, le chemin, ce paradoxal chemin vers la sagesse. Or, la place de l'idiot sur le marché, pourquoi? Parce que c'est dans le marché que la pensée exerce que Nicolas de Cuse considère que sont les activités qui lui sont propres, à savoir mesurer, peser, numéroter. Voilà pourquoi l'idiot de Nicolas de Cuse est dans le marché, ou pourquoi le marché exprime symboliquement la place, le lieu de ce personnage de l'idiot, parce que c'est dans le marché que la pensée exerce les activités qui lui sont propres.
Eudoxe et aussi le narrateur des méditations métaphysiques, en revanche, cherche à se trouver, à trouver en soi-même, sans rien emprunter à autrui. C'est le projet de la recherche cartésienne. La science et la connaissance, une fois dans la vie, c'est de faire de toutes les opinions. C'est pourquoi ils ne peuvent pas rester au marché où la pensée pèse, mesure et numérote. Autrement dit, s'ils doivent douter même des mathématiques, il leur faut partir plus loin dans une mesure de campagne, dans une paisible solitude, là où on trouve le narrateur dans les dispositifs narratifs montés dans les méditations métaphysiques ou le personnage de Dox dans la recherche de la vérité par la lumière naturelle. On dirait que leur résidence devait être aussi lointaine qu'hyperbolique leur doute. Or, le personnage de Lucien, de l'idiot, non seulement il ne doute pas, mais s'il cherche à savoir si penser revient à douter ou non, à connaître ou non, il n'est pas moins créatif que Dox, tout simplement, il cherche à créer autre chose. À créer quoi? Il cherche à créer non une image où penser consiste à connaître, mais une image où penser consiste à créer. C'est pourquoi, une fois de plus, dans l'histoire de la philosophie, le personnage de l'idiot devait changer de place, abandonner le marché et la campagne, atteindre cette nouvelle terre. La Russie, est-ce que la Russie, c'est cette nouvelle terre? Certainement, au sens où la Russie fonctionne comme la terre d'un idiot qui insère la folie dans la pensée, qui conduit la raison vers ses limites, mais d'un point de vue spatial, cette Russie n'est pas seulement très vaste, elle est infinie, elle accueille des montagnes, mais elle demeure un plateau. Certes, c'est bien une Russie, mais c'est une Russie insulaire comme l'Angleterre et nouvelle comme l'Amérique, devrait-on dire, d'un point de vue toujours. Merci beaucoup, voilà tout pour le rapport de l'idiot à l'espace. Je ne sais pas ce que vous avez prévu à continuation, s'il y a du temps pour des questions ou pas. Christophe, Brice, je vous rends la parole, mais merci encore pour cette invitation. J'insiste, un plaisir et un honneur. Merci. Pas très bien, entrecoupé, mais ce que je peux faire, est-ce que si je me branche sur YouTube, pas très bien, entrecoupé, mais pardon. Je peux faire, est-ce que si je me branche sur Non, je crois que si je me branche sur YouTube, c'est encore pire. Pardon, Brice, je ne t'ai pas écouté très bien, mais vas-y. Est-ce que l'architecte est le plus grand des idiots? C'est bien ça la question, Christophe? Ben, j'en sais rien, moi. C'est à vous de reprendre, de répondre. Oui, au sens où il est lui aussi un créateur, je crois, non? Deleuze et Guattari ne dirait pas qu'il crée de concepts, mais qu'il crée des affaires, des percepts, des figures esthétiques. Et ensuite, il faudrait aussi se rappeler que
que, en tant que la métaphore architectonique est si présente dans la philosophie en général et qu'il est si travaillé par Deleuze-Guattari dans qu'est-ce que la philosophie à partir de cette idée que les Allemands construisent à partir de ce texte de Heidegger, de bâtir, habiter, construire. Il y a aussi un lien de ce point de vue, je veux dire, non seulement l'architecte pourrait se voir dans le miroir de l'idiot en tant que créateur, mais le personnage de l'idiot pourrait se voir dans le miroir de l'architecte parce qu'en tant que bâtisseur, que constructeur de concepts, que fondateur de systèmes, ce personnage est lui aussi un architecte d'une certaine façon, non? Mais j'improvise là. Un mot supplémentaire sur la comparaison, le plus grand des idiots. Il me semble qu'en partie la force de cette organisation de savoir qui font Deleuze-Guattari dans Qu'est-ce que la philosophie, c'est de éliminer les hiérarchies entre les disciplines auxquelles l'histoire de la philosophie nous avait accoutumés. Je veux dire, il y a une hiérarchie entre les disciplines quand on pense la philosophie ou la métaphysique comme la mère des sciences, quand on pense quand on organise comme Descartes les savoirs à partir de l'image d'un arbre, où quelques disciplines constituent les racines, les autres un tronc, les branches. Il y a, il me semble, une hiérarchie de disciplines à partir de ce que Heidegger appelle une ontologie fondamentale ou les ontologies régionales et les sciences positives. Il me semble qu'une des forces, même chez Bergson, on trouve, je dis même parce que à partir de la philosophie de Bergson, on pourrait distinguer la métaphysique des sciences, la philosophie des sciences, à partir d'une distinction des méthodes, à partir d'une distinction des objets, etc. Mais même dans cette philosophie, il y a cette idée que c'est la métaphysique, l'expérience intégrale, que c'est finalement la métaphysique qui nous permet de gagner en profondeur, qui permet une intuition qui nous fait gagner en profondeur. Il me semble que le schéma construit dans Qu'est-ce que la philosophie est très égalitaire de ce point de vue entre les disciplines. Aucune n'a le monopole de la création, aucune n'a le monopole de la créativité. Il se distingue à partir de ses instruments, à partir de ses créations. Tout ça me pousse à dire que je ne sais pas si l'architecte serait le plus grand des idiots, mais plutôt une variation du personnage de l'idiot. L'architecte a toujours... Décrire l'espace de l'idiot comme un espace de voyant, parce que le personnage de Kurosawa, justement, il est toujours arrêté par une urgence, il va dans une direction et puis il est arrêté par une urgence qui est encore plus urgente que le problème qui l'a fait partir. Et cette urgence, elle se passe ailleurs. Peut-être qu'il y a un événement qui passe par un autre espace. Je vous écoute. En dehors du film de Kurosawa qui s'appelle L'idiot, il y a un film qui s'appelle Dodeskaden, dans lequel il y a deux idiots qui voient des espaces qui sont pas imaginaires, qui sont tout aussi réels que l'espace réel. Il y a un clochard qui voit une espèce de maison, et puis il y a un adolescent qui voit un tramway, qui conduit un tramway. Et
Ce que voit l'idiot aussi chez Kurosawa, notamment dans Dersu Uzala, c'est la maladie de la terre qui arrive. Tout le film de Dersu Uzala, qui se passe dans la taïga, en Russie, c'est l'opposition entre le système de vision de l'espace. La vision d'un arpenteur géomètre et la vision d'un voyant qui voit arriver le chaos, qui voit arriver la catastrophe, qui voit arriver les maladies de la terre. Donc voilà pourquoi je pensais que peut-être on pouvait appréhender l'espace de l'idiot comme un espace de voyant. Et écoutez, j'entends des choses très attirantes, très séduisantes, mais pas suffisamment pour construire une réponse. J'ai écouté quelque chose autour de l'idiot de Kurosawa, de l'idiot comme voyant, mais pas tellement peut-être. Christophe, si vous pouvez me résumer tout ça dans une question ici dans notre chat, je pourrais construire une réponse. Oui, une fois de plus, je ne sais pas si la figure ultime, mais s'il y a ça, bien sûr, il y a ça. Nous savons que, selon Deleuze-Guattari, le créateur, tout créateur, est un voyant qui plonge dans ce chaos qui défie ses habitudes de pensée, ses réflexes intellectuels et émotionnels, qui lui obligent à mettre entre parenthèses toutes les associations, toutes nos idées telles qu'elles sont dans notre tête. Le créateur, c'est lui qui accepte le défi d'affronter un chaos qui met tout ça en question pour revenir avec quelque chose de ce chaos, pour mettre quelque chose de ce chaos qui n'avait pas été encore mis en concept ou en figure ou en fonction ou en affect ou percept. Donc il lui faut voir là-dedans, là-dessous. Donc oui, effectivement, il y a cet aspect, il y a l'aspect construction, il y a l'aspect voyant, il y a l'aspect aussi il y a l'aspect aussi de la foi. C'est un croyant, le nouvel idiot de Guattari. Vous vous souvenez, donc qu'est-ce que la philosophie a dit que il est plus près de Hobbes que je sais pas comment prononcer ça en français, Hobbes, plus près de Hobbes que de Socrate. Et dans ce chapitre de le titre sur le cinéma consacré au cinéma et à la pensée, il y a cette phrase très belle qui dit qu'il nous faut croire dans ce monde, restaurer un peu notre foi dans ce monde, ce qui fait rire les idiots, même s'ils font partie de ce monde. Faut pas croire que cet affrontement c'est entre un idiot et un non-idiot, entre un idiot et un croyant qui n'est pas un idiot. C'est un affrontement entre deux types d'idiots, un idiot qui ne croit pas ou qui croit qu'il ne croit pas, parce que s'il fait partie de ce monde, un peu il croit. C'est comme le problème du sceptique. Mais s'il respire en quelque chose, il croit. L'idiot qui habite ce monde, même un peu, il croit dans ce monde, mais en tout cas, de l'autre côté, il n'y a pas le sage, il n'y a pas quelqu'un d'intelligent, il y a un autre idiot qui croit, qui réinvente la croyance, et c'est très intéressant parce que si on s'attache à la lettre de certains textes de Deleuze-Guattari, il paraît que la philosophie et la religion, l'immanence et la transcendance, la foi et la raison sont irréconciliables. Mais il y a cet aspect aussi. Donc il y a la construction, il y a la voyance, il y a la foi, il y a aussi la folie.
c'est le nouvel idiot de ce Egatari, c'est aussi le schizophrène. C'est le schizophrène de l'anti-Édipe. Pas comme cadre clinique, bien sûr, mais comme c'est lui qui, une fois de plus, affronte le chaos, comme c'est lui qui questionne la raison. Il y a tout ça dans l'idiot, mais oui, il y a le voyant aussi, bien sûr. À bientôt, les amis. Merci beaucoup. Merci encore une fois de cette belle réunion. Je vous souhaite un très bon colloque. Je continue. Je vous rejoins par YouTube et merci beaucoup par l'invitation.